Tranche de couple. Un podcast de Guillaume et Max. La vie à deux, au fil de l'eau. Bonjour et bienvenue pour ce 16e épisode de notre podcast Tranche de couple. Aujourd'hui, c'est le Pack Podcast. Pack Podcast, vous avez compris le petit jeu de mots? Ouais, pas mal le jeu de mots. C'est compliqué au bout d'un mois, plus d'un mois de confinement. Mais donc, bienvenue dans ce Pack Podcast. Voilà, on est ravis de vous retrouver et on va aujourd'hui aller au fil de l'eau de nos différentes rubriques. Notre podcast, il est un peu comme nos vies, il est un peu monothématique, mais on va essayer, au travers des différents éléments dont on va vous parler aujourd'hui, voilà, de vous donner quelques éléments, quelques rayons de soleil aussi, qu'on aimerait vous faire partager. Et puis, voilà, simplement passer un petit moment ensemble. On commence par notre actualité de ces 2 dernières semaines. Qu'est-ce qu'on met en avant aujourd'hui, Guillaume ? Comme tu l'as dit, on va mettre en avant encore des choses liées au coronavirus. On ne change pas beaucoup dans un monde qui aujourd'hui tourne autour exclusivement de ce sujet, carrément. C'est d'ailleurs impressionnant de voir que des sujets qui, il y a 1 mois et demi en arrière, occupaient l'actualité centrale, les élections américaines, à tout hasard, le Brexit, à tout hasard, ont complètement disparu aujourd'hui du champ, et par là même on nous ont obligés à fermer certaines rubriques de ce podcast, malheureusement, mais bon, c'est probablement que partie remise. Donc on va aujourd'hui vous revenir très rapidement sur la chute des prix du pétrole, sur les livraisons de masques, très rapidement aussi, mais sur quelque chose qui est un peu plus inquiétant à mon sens, c'est ce qui se passe dans certains pays d'Europe de l'Est, et notamment en Hongrie. Voilà, c'est un peu la thématique du jour. Et puis, on reviendra aussi sur une initiative de plusieurs plateformes de dons en ligne, une initiative collaborative. On vous en dit plus très vite. Eh bien, c'est parti. Première actualité, la chute des prix du pétrole. Hier, le baril de pétrole s'échangeait à $30, ce qui est à peu près 5 fois moins que ce qu'il s'échangeait il y a 3 semaines en arrière. C'est une nouvelle qui peut apparaître comme étant une bonne nouvelle pour les portefeuilles des gens qui voyagent beaucoup et qui utilisent leur voiture. On va se dire qu'en période de confinement, c'est un peu limité comme bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui est aussi qui a des impacts géopolitiques importants, puisque derrière cette chute du prix du baril, il y a une vraie guerre commerciale qui existe entre notamment les plus gros pays producteurs. Donc on a la Russie, l'Arabie Saoudite, les États-Unis aussi, qui au sein de l'OPEP, l'organisation mondiale du pétrole, prennent des décisions pour essayer de contrôler plus ou moins le prix du baril, mais qui pour l'instant, ces décisions n'ont aucune espèce d'impact sur cette chute. Ben oui, parce que finalement, ils continuent à produire, leurs économies sont quand même basées sur cette ressource, et je crois même qu'aujourd'hui, finalement, ils ont des gros problèmes, y compris de stockage du pétrole. Ils ne savent plus où le stocker parce qu'il y a très peu de consommation mondiale, ce qui va continuer à faire chuter le prix, puisque, vous le savez, le prix du baril dépend de l'offre et de la demande. Donc, comme l'offre en général est limitée, le prix du baril augmente, et quand il y a moins de demande, en général, ils s'accordent pour réduire la production, pour maintenir un prix du baril assez élevé. Exactement. Et sur il faut savoir que la dernière décision baisse de production sur laquelle ils ont essayé de se mettre d'accord, mais qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord, c'était de baisser le nombre de barils par jour de 1,5 milliard, je crois, alors que les économistes, les spécialistes prédisaient qu'il fallait une baisse de moins 10 milliards de toute façon pour enrayer cette chute du prix du baril. Voilà, vous l'entendez probablement autour de nous, on est en train d'enregistrer un podcast un peu bucolique aujourd'hui, on a essayé d'ouvrir les fenêtres. Voilà, on verra un peu à la réécoute si c'est pas trop pénible, mais après tout, ces petits bruits d'oiseaux, on se croirait presque à la campagne, ça donne une bouffée d'air frais, c'est très sympathique. Next.
Le deuxième sujet, Guillaume vous en a parlé brièvement en introduction, c'est faire un petit point sur la livraison des masques. Alors les masques, vous le savez, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, avec les tests pour pouvoir tester les populations. Et on peut dire que ça reste une gageure, ça reste extrêmement compliqué, notamment parce que la majorité de la production mondiale est localisée en Chine, et par ailleurs que Et en une Inde. grande partie du monde aujourd'hui a besoin de masques. Et que les productions en Europe, par exemple, même si les lignes de production tournent 24 heures sur 24, et que les industriels essayent progressivement d'augmenter leur capacité, c'est un effort qui prendra du temps, qui s'inscrit dans la durée. Et donc aujourd'hui, nos économies, nos populations, nos pays manquent de masques. Et c'est pour ça que dans la quasi-totalité des pays en Europe, les masques sont prioritairement donnés aux soignants ou orientés pour les soignants. Alors on peut saluer un certain nombre d'initiatives qui visent maintenant à encourager à la confection de masques donc, qui ne sont pas des masques destinés aux soignants parce qu'ils n'offrent pas peut-être un niveau de protection suffisant si on est au contact de patients Covid-19 toute la journée. Mais néanmoins, il y a aujourd'hui, il y a une initiative il y a quelques temps de l'AFNOR pour certifier des modèles de masques non médicaux, mais que chacun pourrait porter. On vous mettra en ligne le lien vers le patron, enfin vers les consignes officielles de l'AFNOR d'ailleurs. Voilà, et donc en gros, ils ont certifié plusieurs types de masques qui pourront être soit produites à petite échelle, soit à plus grosse échelle, parce qu'on sait bien, le déconfinement est notamment conditionné au fait qu'on puisse massivement porter des masques. Voilà, et donc je salue toutes les initiatives de tout un chacun, dans nos familles, nos amis. On a des gens qui cousent des masques pour eux, pour d'autres. Et voilà, c'est tout à fait chouette. Une très belle initiative. On reviendra sur d'autres types d'initiatives un peu plus tard, mais voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour les masques. On ne va pas rentrer dans les détails des chiffres. Vous les connaissez, vous les entendez tous les jours. On peut dire que rapidement que c'est un enjeu géopolitique quand même assez important aussi, et que derrière tout devient. C'est là qu'on se rend compte que la mondialisation, à quoi amène en tout cas la mondialisation en période de crise quand tout n'est pas contrôlé, une forme de limite en tout cas, c'est que aujourd'hui la Chine utilise aussi la question des masques, comme elle a utilisé ce qu'on appelle la diplomatie du panda. C'est un peu surprenant comme parallèle, mais voilà. Pendant des années, la Chine, enfin, il le fait toujours d'ailleurs, offre ou prête en tout cas contre aussi une ressources pécuniaires à des États, des couples de pandas, des pandas dans les zoos pour qu'ils puissent se reproduire, et c'est une façon d'exporter la Chine et d'exporter la puissance de la Chine. Pour les masques, ça devient un peu pareil. La Chine sait qu'ils ont maintenant une forme de pouvoir, donc ils ont fait ils ont été très médiatiques sur l'envoi de masques dans l'Union européenne, en Italie, en Espagne. Ils en envoient aujourd'hui en Afrique aussi, ce qui est très bien, et en grande partie des dons. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière tous ces milliards de masques qui vont être achetés par des pays comme la France, la Belgique ou tous les pays qui en ont besoin aujourd'hui, la moindre commande de masques quasiment aujourd'hui est liée à des enjeux diplomatiques, à des connaissances aussi économiques sur place. Il y a un certain nombre de pays, les pays qui s'en sortent le mieux aujourd'hui, c'est ceux qui avaient des représentations économiques fortes en Chine. Pourquoi ? Parce que ça leur donne aussi un réseau sur place, ça permet de connaître des gens, ça permet d'envoyer des gens pour vérifier dans les usines si les masques qui sont produits sont de bonne qualité, puisqu'on a déjà parlé aussi du fait qu'un certain nombre de masques qui sortaient étaient de mauvaise qualité. En Belgique, il y a encore une cargaison de 3 millions de masques qui a été refusée au début de la semaine de cette semaine, en fait, début avril, parce qu'ils n'avaient pas la norme CE et parce qu'ils n'avaient pas été correctement contrôlés. Voilà.
Voilà. Et les tensions géopolitiques continuent aussi parce que, comme on l'a dit, l'ensemble des économies du monde cherchent à se produire en masque et on voit que voilà, continuent les pressions pour essayer que les masques aillent plutôt dans un avion à destination des États-Unis plutôt que dans un avion à destination de l'Europe, mais aussi au sein de l'Union européenne, on voit que c'est pas toujours gagné avec certains produits qui sont importants, qui peuvent être saisis, qui peuvent être réquisitionnés, qui peuvent être voilà. Donc on a encore du chemin à faire, mais ça reste un enjeu important. Deuxième sujet, Guillaume, tu voulais parler brièvement de ce qui se passe en Europe de l'Est en termes d'état de droit. Ouais, en fait, je crois qu'on avait déjà parlé brièvement de la Pologne, mais il y a quelques podcasts en arrière. Aujourd'hui, je voudrais vous parler plus particulièrement de la Hongrie. Le Premier ministre hongrois, dans le cadre de la crise du coronavirus, a obtenu le feu vert du Parlement pour lui octroyer des pouvoirs extrêmement renforcés dans le cadre d'un état d'urgence. Le problème de ces pouvoirs renforcés, qui en soi ne sont pas surprenants, puisque d'autres pays, la Belgique, la France, l'Italie, l'Espagne, il y a un grand nombre d'États, si ce n'est tous les États, ont plus ou moins mis en place des mesures d'urgence spéciales, mais limitées dans le temps. C'est que, donc le problème pour la Hongrie, c'est que la durée est indéterminée, et que, en théorie, ils s'appliqueront jusqu'à la fin de la crise du coronavirus, mais rien ne nous prouve que ce sera réellement le cas. On peut balayer devant notre porte en constatant que certaines mesures qui avaient été prises après les attentats en France ont été retranscrites dans le droit commun après, à l'issue de la crise, entre guillemets, ou de la période d'état d'urgence, pour des raisons X ou Y dont on pourrait parler pendant très longtemps, mais c'est un autre sujet. Bref, donc dans ce texte, le gouvernement pourra suspendre l'utilisation de certaines lois par décret, s'écarter des dispositions statutaires et introduire d'autres mesures extraordinaires. En gros, c'est un plein pouvoir donné au gouvernement sans passer par le Parlement. Dans une démocratie telle qu'on la conçoit en Occident, c'est en gros un peu compliqué puisque on ne passe plus par le Parlement qui représente le peuple pour faire les lois. Ce qui est aussi un peu embêtant au-delà du dispositif législatif, comme tu l'as dit, un certain nombre de démocraties ont pris des lois qui permettent de gérer par décret un certain nombre de mesures d'urgence. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on a vu déjà en Hongrie que Viktor Orban et son gouvernement ont utilisé ou souhaitent utiliser ces dispositions pour réduire les prérogatives des maires, par exemple, par décret et donc sans aucun contrôle législatif. Donc certaines voix en Europe commencent à s'élever pour mettre l'attention et demander à la Commission européenne de jouer son rôle de gardien aussi de l'état de droit. Mais ce n'est pas simple et voilà. Donc ce sera un sujet qu'il faudra qu'on... Et un deuxième volet très rapidement, qui nous rappelle aussi ce qui s'est passé en Pologne. En Pologne, il y a quelques mois, le gouvernement a promulgué une loi qui interdit en gros de lier Shoah et Pologne sous peine de poursuites judiciaires. Ici, on a Viktor Orban a lancé la construction d'un musée de la Shoah à Budapest, qui devrait ouvrir en théorie en 2020, dont il espère d'ailleurs que Laura contribuerait à sa réélection. Ça, c'est ce qu'on voit sur le blog de Jean-Pierre Filiou sur lemonde.fr. Et le problème, c'est que dans ce musée, il semblerait que l'histoire qui est décrite n'est pas exactement celle qui nous a été enseignée jusqu'à maintenant, notamment vis-à-vis de l'amiral Miklos Horthy, qui était le dirigeant de la Hongrie au moment de 1920 à 1944, et qui a eu des affinités assez proches, à l'instar de Pétain en France, par exemple, avec Hitler. Ici, dans ce musée, ces affinités avec Hitler sont limitées au strict minimum, et par contre, on fait beaucoup l'apologie de tout ce qu'il a pu faire à côté. Voilà, tout est une question d'équilibre, tout est une question de savoir qu'est-ce qu'il y a réellement là derrière. C'est important de ne pas réécrire, de ne pas chercher forcément à réécrire l'histoire. En France, on a eu tout un travail qui a été fait sur
Aussi, vivre avec son histoire, vivre avec le fait que la collaboration versus la résistance, vivre avec le fait que la France était responsable de l'atrocité pendant la guerre d'Algérie. C'est plein de choses qui font que aujourd'hui, il est important de savoir se retourner sur son histoire et surtout d'en tirer les bonnes conclusions. Et c'est un peu inquiétant de voir que certains essayent de la réécrire à long terme. Ici, on a une histoire qui s'est passée il y a 60 ans, mais on a les mêmes inquiétudes aujourd'hui avec la Chine qui, là maintenant, 2 mois après ou 3 mois après le début de la pandémie de l'épidémie de coronavirus, essaye déjà de masquer en Chine le fait que le coronavirus a commencé à Wuhan. Ou a commencé à Wuhan, ou en tout cas, il y a eu... C'est là qu'il y a eu la première explosion du virus. Et toute une, on peut dire, campagne d'État au départ pour cacher l'émergence du virus. Avec des médecins qui ont été sanctionnés. Et donc, finalement, cette explosion de cette pandémie, s'il n'y avait pas eu ces campagnes d'État pour essayer de ne pas en parler au départ, peut-être aurait pu être contenu plus facilement. Et on passe maintenant à notre rubrique vie de couple. Ouais, c'est toujours un peu la même chose. Hein. On est toujours confinés, on est toujours à la maison, on s'engueule toujours un peu de temps en temps. On essaye de trouver des équilibres, on se rend compte que le confinement commence à peser, même si on se le cache un peu, on essaye de pas trop y penser. On est content de sortir quand on peut, on se raccroche un peu pour se dire que c'est bien de pouvoir de sortir, mais il y a des petites tensions qui apparaissent, donc on apprend à ne pas se retrouver dans la cuisine, à faire de la cuisine en même temps, déjà. Hein, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, c'est plutôt une bonne idée, ça dépend à quel moment, dommage, mais effectivement, c'est en ce moment, on préfère plutôt avoir la cuisine comme espace de jeu, chacun pour soi. Mais c'est vrai que la cuisine, c'est quand même... je me dis, heureusement qu'on aime cuisiner, d'une part pour éviter de manger que des pâtes, et d'autre part parce que, un peu comme dans les sous-marins, je ne sais pas si vous avez lu certains conseils de sous-mariniers, qui avaient été publiés au début du confinement, le fait de pouvoir bien manger, c'est un élément important du moral. Il n'y a pas de souci. Et du coup, on a la chance de pouvoir, de savoir cuisiner et d'aimer cuisiner, d'avoir aussi accès à des bons produits. Et donc, ça fait partie aussi du fait de bien tenir. Enfin, hier soir, j'ai cuisiné une brioche qu'on a pu déguster ce matin. Et Guillaume a aussi préparé des bonnes maisons pour pouvoir faire des bons burgers. Des pains à burger. Voilà, pour pouvoir faire des bons burgers à midi. Donc c'est chouette. Juste pas qu'on les prépare en même temps. Voilà, exactement. C'est un peu comme les jeux de société, il faudrait juste pas qu'on y joue en même temps des fois. Bonne transition. Bref. Les jeux de société, c'est aussi des choses. Et on vous incite à ressortir vos jeux de société parce que c'est bien aussi de passer. Jouer si vous jouez déjà. C'est bien de passer un peu de temps en dehors des écrans, de la télé, de nos ordinateurs, de nos téléphones. Je pense qu'en ces périodes où on est contraint d'être à la maison, c'est un peu le risque. Et sortir un livre, une BD ou jouer aux jeux de société, je pense que c'est vraiment utile, pertinent et je dirais même essentiel. Et si vous avez besoin d'être tranquille et qu'on ne vous emmerde pas, ressortez le puzzle de 3000 pièces que Mamie vous a offert pour votre 12e anniversaire. Vous allez voir, c'est un bonheur en ce moment. Autre sujet qu'on a, je crois, pas du tout abordé encore dans ce podcast, c'est un peu l'occasion, c'est cool, on est le dimanche de Pâques aussi d'en parler. C'est la foi, vivre sa foi pendant ce confinement. Alors, pour Maxime et moi, la foi, c'est quelque chose qui est, ma foi, fort important, c'est le cas de le dire. C'est assez même central dans nos vies. On est croyants et pratiquants tous les deux. Et puis, on a trouvé notre équilibre aussi pour le début de ce confinement. Les 5 premières semaines de ce confinement, via aussi une certaine routine quotidienne de prière, de prendre le temps de se poser en début, en fin de journée. C'est tout à fait particulier que pour nous, le confinement a en réalité commencé le lendemain du mercredi des Cendres, ce qui pour les chrétiens marque le début du carême. Et bon, malheureusement, on ne va pas se terminer avec Pâques. Le confinement va continuer, mais dans un sens...
on en parlait ce Si matin. je vous dis lundi de Pentecôte, qu'est-ce que vous me dites, hein? Il peut y avoir, voilà, le carême, c'est un temps de désert, et on peut dire qu'on a vécu un carême très particulier pendant ces derniers 40 jours, avec ce confinement. Et j'ai le sentiment qu'on va continuer à vivre, un début d'année liturgique très particulière aussi pour les 40 prochains jours jusqu'à Pentecôte. Voilà, donc ça fait réfléchir. Et c'est vrai que pour nous, le fait d'avoir ce temps de prière 2 fois par jour, le matin en début de journée et le soir en lien avec la communauté de Thésée, grâce à leur live sur Facebook, est aussi un moyen de trouver d'une part une certaine sérénité dans des journées qui sont malgré tout un peu oppressantes par le fait qu'on est bloqué à la maison. Un moment où on peut se retrouver tous les deux pour prier ensemble. Et puis un moyen de vivre ce carême qui n'est pas toujours simple à vivre en temps normal, parce que nos vies ne s'arrêtent pas parce que c'est carême. Voilà, donc dans un sens, on a eu la chance de pouvoir vivre ce temps particulier. Maintenant, effectivement, on a les 40 prochains jours qui s'ouvrent devant nous, qui sont un peu différentes. On va pouvoir chanter Alléluia dans notre prière méditative. Voilà. Et on ne sait pas comment est-ce que vous avez vécu votre foi en cette période de confinement, qui est un peu particulier, parce que notamment, on n'a pas pu avoir d'Eucharistie, on n'a pas pu communier ces dernières semaines, hein, comme vous tous. Mais voilà, je crois que c'était important d'en parler aussi en cet enregistrement le jour de Pâques. Et on remercie toutes les initiatives qui se sont faites jour d'ailleurs pour permettre de garder la foi en ligne, quand même, de même on peut regarder des concerts en ligne. On peut aussi suivre des prières, notamment via la communauté de Thésée tous les soirs à 20h30 via leur page Facebook et Instagram. Ouais, en fait, Instagram c'est Facebook, Facebook c'est Instagram, bref. Et puis le jour du Seigneur, dimanche matin, pendant l'année, ça s'adresse surtout à des gens qui sont isolés chez eux et qui sont contents de pouvoir retrouver ça. Et c'est maintenant, pendant ces moments-là, qu'on se rend compte combien ces initiatives sont importantes. Voilà. Pour être aussi en union de prière avec le reste du monde. Et puis toutes les églises aussi locales qui ont organisé des lives sur Facebook, des messes. On notera l'initiative de la paroisse Sainte-Blandine de Lyon qui fait des mini-messes en ligne tous les dimanches avec musique et texte. Voilà. Être français en Belgique, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la Belgique en ce moment ? Bon, on pourrait vous parler de lieux communs parce que c'est probablement la même qu'en France. On a eu des pénuries dans les rayons qui avancent petit à petit. Donc il y a des choses qui reviennent, puis il y a des choses qui partent en fonction de la mode du moment. Donc au début, c'était la pénurie de papier toilette. Évidemment, tout le monde a vécu ça. Terrible, terrible. Et puis ensuite, on a eu la pénurie de... Alors j'ai lu qu'en France, il y avait des pénuries de farine. J'avoue qu'en Belgique, je ne l'ai pas vu. En Belgique, il y a eu de la pénurie sur le sucre. En gros, les gens ont fait des stocks de tout ce qui était non périssable et qu'ils pouvaient garder chez eux. C'est là que moi j'étais content d'avoir un peu de stock en rab sur le côté. Et puis évidemment, tout le monde s'est découvert des talents de pâtissier et de boulanger. Donc hier, il n'y avait plus moyen de trouver de la farine, de la levure de boulanger fraîche. Voilà, c'est un peu notre vie confinée. Donc c'est quand même globalement, si on est très, très honnête, c'est des petites pénuries. Et néanmoins, c'était très bonne initiative de faire votre pain et de faire vos éléments. On applaudit. Il faut quand même aussi soutenir vos commerçants et vos boulangers. Donc n'arrêtez pas non plus d'acheter du pain. C'est important aussi de soutenir vos commerçants. Petit coup de gueule en passant, mais bon, on en reviendra sûrement après crise. En Belgique, on n'a plus de problème d'approvisionnement en masques. On en trouve même dans les pharmacies. Par contre, pour des masques qui coûtent entre 5 et 10 centimes à produire, les pharmacies les vendent entre 2 et 4 euros en fonction de la pharmacie. Voilà, c'est mon coup de gueule du moment. Et maintenant, c'est ta rubrique, Guillaume. La rubrique Guillaume du jour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. Une chose qui sont toutes les deux liées évidemment à la crise du moment. Mais une première chose qui concerne le chômage partiel et les entreprises culturelles.
Et puis une deuxième chose plus positive, vous verrez, sur les dons. Première sous-rubrique de cette rubrique, le chômage partiel et les entreprises culturelles. Alors, il y a un article qui est paru dans Les Lettres du musicien, qui est un journal reconnu en France pour tout le monde musical, qui pointait le fait que le gouvernement allait refuser aux associations subventionner le chômage partiel. Je sens déjà que c'est une mesure qui va créer une certaine polémique. Je pense qu'il y a comme souvent depuis le début de cette crise, le gouvernement a malheureusement fait de la communication de crise, mais pas forcément de la façon la plus fine du monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chômage partiel s'applique qu'aux employés qui ont un contrat qui court au moment du début de la crise, donc au 15 mars. C'est souvent des employés en CDI ou en CDD de long terme pour ces entreprises, ces organisations culturelles. Et l'État demande en gros à ces entreprises, je ne parle bien que des employés des entreprises, donc pas des intermittents, c'est ça la nuance qui est importante. L'État a demandé que ces entreprises n'aient pas recours au chômage partiel. Pourquoi ? Parce que la plupart de ces structures culturelles, qu'il s'agisse de grosses structures comme la Philharmonie de Paris ou les théâtres ou certains théâtres publics ou des associations plus petites mais qui reçoivent un certain nombre de subventions, ces associations reçoivent des subventions qui servent en priorité à payer les salaires fixes et les frais fixes des structures. Donc si l'État demandait à ces entreprises d'avoir recours au chômage partiel, c'est un peu comme si l'État payait une première fois à ces organisations des subventions et que derrière, ils repayaient en plus, qui sont supposés couvrir les salaires, et que derrière, l'État payait en plus un chômage partiel à ces entreprises. Moi, je trouve que, personnellement, c'est pas anormal que ces entreprises n'aient pas recours au chômage partiel et qu'elles continuent à payer, avec les subventions de l'État, avec de l'argent public, les salaires de leurs employés. C'est une façon aussi de faire en sorte que des gens ne perdent pas leur travail, c'est une façon aussi de libérer de l'argent pour d'autres qui en auraient besoin pour le chômage partiel. On est bien d'accord, je le précise, parce que je sais que je ne me ferai pas que des amis là-dessus, notamment chez tous mes amis dans le monde de la culture, que pour les intermittents, tous ceux qui vivent de l'art au quotidien, c'est une situation tout à fait différente et le gouvernement y a répondu de façon un peu légère pour l'instant, mais je pense que d'ici quelques semaines, on verra aussi d'autres initiatives arriver pour que les intermittents puissent conserver leur statut, puissent conserver aussi leur argent et puissent, eux, faire des demandes de chômage partiel puisque leurs contrats ont pour la plupart été annulés pendant on ne sait pas encore combien de temps. Voilà, ça c'était un petit point. Le deuxième, c'est pour signaler une super initiative de plusieurs plateformes de dons en ligne. Donc c'est Helloasso, Ulule, KissKissBankBank, qui sont des plateformes qui permettent de crowdfunding, de financement par la foule, financement participatif. Merci Max. Donc de faire des dons, de participer à des projets en ligne. Là, ils ont créé une plateforme qui s'appelle don-coronavirus.org avec le hashtag 20h05 je donne. C'est une plateforme, en gros, où ils ont réuni des initiatives pour aider les initiatives de solidarité en cette période de crise. Alors pourquoi hashtag 20h05 je donne ? Parce qu'à 20h, vous applaudissez les soignants, et on espère que vous le faites et que vous êtes nombreux à le faire, et nous, on continue à le faire. Et à 20h05, on ne s'arrête pas, on est dans l'action, et on permet de soutenir aussi concrètement différentes initiatives, et vous pouvez donner directement sur cette plateforme. Alors il y a énormément d'associations qui sont représentées. Je crois qu'il y en a une en particulier qui a été un bon article que Les Échos a publié par Martine Robert, qui par ailleurs est une excellente journaliste culturelle, dans lequel elle parle de l'initiative du Secours populaire pour lever des dons pour ceux qui sont le plus dans le besoin. Et puis une deuxième, qui Max te touchera peut-être aussi un peu, c'est celle des petits frères des pauvres qui ont pour priorité le maintien des liens avec les aînés et qui essayent justement de créer de récolter un peu d'argent pour maintenir ce lien avec les aînés, trouver des façons de les accompagner. Voilà, qu'ils aient un lien qu'ils aient des moyens de contacter leur famille, qu'ils aient des moyens de contacter d'autres personnes pour ne
pour sortir de la solitude qu'ils vivent déjà à l'année, mais qui, pendant le confinement, doit peser encore plus avec tout le côté anxiogène qu'il y a derrière. Chacun donne à la mesure de ses moyens. Voilà, et... je dirais c'est une bonne action d'être dans la démarche aussi de soutenir ces associations qui répondent à une urgence sociale aussi en ces temps de confinement, si vous le pouvez, et dans la mesure de vos moyens. Voilà, et tiens, je propose un truc. Regardez ça. Nous, on avait prévu de partir pour ce beau week-end pascal à Malte, donc on avait payé des billets d'avion, des hôtels. A priori, on ne va pas payer l'hôtel, et a priori, on va probablement pouvoir se faire rembourser nos billets d'avion. Je pense qu'on va peut-être donner ce qu'on avait prévu de donner pour ce voyage à Malte à des organisations, probablement en partie aux Petits Frères des Pauvres, parce que c'est une organisation que Max soutient déjà depuis quelques années. Voilà, si vous aussi vous aviez prévu des vacances et que finalement c'est des coûts que vous n'aurez pas à supporter ou qui vous ont été remboursés, ça peut aussi être une façon de montrer votre solidarité d'une autre manière et de façon concrète et utile à l'ensemble de la société. Voilà, et effectivement, c'est important, hein, les personnes âgées, les personnes qui ont des difficultés à se nourrir, les sans-abri. Voilà, c'est aussi des personnes qui souffrent particulièrement en ces temps de confinement. Et voilà venu le temps de notre dernière rubrique, c'est la rubrique Tech. Yes, et aujourd'hui, je voudrais faire puisqu'on est dans notre thématique coronavirus, hein, donc... solidarité. Et solidarité. Je voudrais faire un petit point sur l'impression 3D. Alors l'impression 3D, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. En gros, c'est une imprimante qui, au lieu d'imprimer de l'encre sur du papier, imprime en fait en 3D, 3 dimensions, avec différents matériaux. Le plus commun, c'est une sorte de plastique qui, en gros, est fondu et qui permet, par les mouvements réguliers de cette imprimante un petit peu spéciale, de construire différentes choses. Et l'impression 3D, c'est quelque chose qui a vraiment connu un essor ces dernières années. Alors c'est certes un peu plus sur les geeks, mais aussi dans le monde de l'entreprise. L'impression 3D, ça permet de produire finalement des pièces très particulières à la demande. Parce que si vous avez besoin d'avoir une pièce que, je sais pas, vous en avez besoin de 5 ou 6 exemplaires, vous allez la commander chez un fabricant extérieur, ça va vous coûter extrêmement cher parce que vous serez sur des produits en nombre très réduit. Mais si vous avez la capacité à imprimer vous-même ou à faire imprimer chez un imprimeur spécialisé, la pièce dont vous avez besoin, voilà, c'est assez pratique, c'est rapide. Et peut-être que vous en avez déjà entendu parler de l'impression 3D dans cette crise et au service de la solidarité, déjà en mars, lorsque en Italie, ils ont utilisé l'impression 3D pour permettre, vous savez qu'on a des besoins assez élevés de masques pour des respirateurs, et en fait ils ont cherché des solutions alternatives puisqu'il manquait de respirateurs, et donc ils ont converti un masque de plongée de Decathlon. Vous savez, ce masque-là que Decathlon avait sorti il y a quelques années, qui couvre l'ensemble du visage avec une sortie à l'extérieur pour pouvoir en fait respirer l'air à l'extérieur pendant que votre tête est sous l'eau. Et en fait, des ingénieurs ont, grâce à l'aide de Decathlon qui a mis à disposition ces plans, ce qui n'est pas rien, ont construit en fait une valve qui s'accroche sur le haut du masque et qui permet de le brancher à un respirateur. Donc voilà, donc ça c'était une des premières initiatives. Depuis, les avantages de l'impression 3D ont vraiment aussi été reconnus. Et on pourra noter que la PHP, donc le groupement des hôpitaux de Paris, a acquis un parc de 60 imprimantes 3D grâce à un don du groupe Kering, c'est un groupe de luxe, qui a financé l'achat de la machine, les matières premières pour produire pendant 4 mois et les contrats de 5 ingénieurs d'une jeune pousse, d'une start-up qui s'appelle Bone 3D et qui est en charge de l'ingénierie. Donc en fait, c'est un coût d'investissement relativement modeste, hein, on parle de 2 millions d'euros sur la période, mais qui va pouvoir permettre à la PHP de produire
des matériaux dont on a besoin en cette période de crise, soit des connecteurs, comme on en a parlé pour des masques de Decathlon. Decathlon d'ailleurs a arrêté de vendre ces masques et les a donnés dans les pays où ils étaient implantés aux autorités pour qu'elles puissent être utilisées. Mais aussi, on en parle, des visières de protection faciale dont on manque, des pousse-seringues électriques ou des équipements d'intubation. Alors, on peut produire en masse à très bas coût, localement, donc on évite des frais de transport et des délais de transport également, pour répondre à un besoin qui fait jour. Mais tout ça fait l'objet d'un contrôle assez important, puisque les ingénieurs produisent des dispositifs, mais qu'ils sont contrôlés par l'Agence générale des équipements et produits de santé, et ensuite ils sont certifiés. Voilà, donc c'est important et c'est à noter aussi que ceci pourra être préservé dans la durée, puisque l'objectif c'est que ces dispositifs les imprimantes puissent continuer à être utilisées après. Mais je voudrais aussi aujourd'hui vous parler de différentes initiatives qui permettent de démultiplier les efforts, puisque à l'initiative de Heliox Lab, donc c'est une jeune femme qui a une chaîne sur les imprimantes 3D, et d'Antonin Taillandier, qui est développeur informatique, une plateforme informatique qui s'appelle covid3d.fr a été développée pour mettre en relation les gens qui disposent d'imprimantes 3D chez eux, des particuliers, et également ceux qui ont besoin d'équipements médicaux, et en particulier des visières de protection, puisque, vous le savez, quand on est soignant, on a besoin notamment d'un masque, mais aussi de lunettes de protection ou de visières de protection pour éviter les projections des malades. Et donc, tous les soignants, ceux qui travaillent en EHPAD, les ambulanciers, ont besoin de ce type d'équipement qui manquent et qui font défaut. Et en fait, il y a des solutions très simples qui ont été trouvées, avec une visière qui est fabriquée sur la base d'un dispositif en plastique qu'on met autour de la tête, et on y met une feuille, vous savez, ces feuilles transparentes qu'on utilise pour quand on fait des dossiers reliés. Et donc, simplement avec 4 trous, fait avec une perforeuse, on arrive à faire une visière, voilà, simple, à bas coût. Et donc, aujourd'hui, sur cette plateforme, il y a 7974 personnes qui se sont inscrites et qui peuvent produire et qui produisent gratuitement ces dispositifs. Et les professionnels du soin ou ceux qui sont en contact avec du public peuvent inscrire leurs besoins. Et à ce stade, au moment où on enregistre, il y a déjà eu 28 952 visières qui ont été distribuées. Et voilà, c'est très très chouette. Et on voit aussi que cette solidarité, elle est aussi là. Et je suis content. Voilà, je me lance dans ce geste de solidarité. J'ai commandé une imprimante 3D pour moi aussi pouvoir aider à cet effort. Donc on verra si j'y arrive et combien de visières je peux produire. Mais voilà, c'est un petit geste qui permet aussi de soutenir l'effort. On a tous un rôle à jouer à notre petit niveau, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, proportionnel à ce qu'on peut faire. Il y en a qui vont coudre des masques, il y en a qui vont faire des visières, il y en a qui vont faire des dons, il y en a qui vont rester chez eux et empêcher la propagation de cette saloperie de virus. On a tous un rôle à jouer dans cette crise. Et tout le monde est important. Voilà, et on souhaitait terminer cet épisode en vous rappelant qu'il est important de respecter les gestes barrières, de vous tenir à distance, de vous laver les mains, de rester surtout chez vous le plus possible, parce que c'est ça qui permettra de vous protéger, de protéger les autres, aussi de rendre service à nos soignants qui, voilà, depuis ce mois de confinement, sur le pont. Globalement, sont en tension, qui sont très fatigués, mais qui trouvent les ressources pour offrir le meilleur soin possible à ceux qui se présentent chez eux. Mais on a besoin qu'on continue à aplanir la courbe, qu'on continue à la faire baisser. Les premiers signes sont encourageants, il fait beau, c'est sûr que c'est peut-être ça vous donne envie de sortir, mais continuez, on a besoin de vous, c'est un effort dans la durée.
Et on est très fiers de vous. D'ici là, prenez soin de vous, on vous embrasse très fort. Et on vous retrouve très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.